Bonjour. Alors merci beaucoup pour me donner l'opportunité de parler devant vous. Alors on va continuer dans les sujets pas très simples. Après le nucléaire, je vous propose de parler de quelque chose dont vous avez certainement entendu parler depuis des mois, chaque semaine. Le glyphosate fait la une. Pas une semaine se passe sans qu'on entende parler d'un reportage d'investigation, d'un procès retentissant contre la firme Monsanto, cette firme diabolique qui pense qu'à faire du profit en vendant son glyphosate, au détriment de la santé du consommateur, des agriculteurs et de l'environnement. Pas une semaine se passe sans qu'on ait une campagne d'organisations environnementalistes qui vous propose, avec Élise Lucet, d'uriner dans un flacon pour détecter si vous avez des traces de glyphosate dedans. Alors, le glyphosate, c'est devenu un sujet symbolique, un totem de la lutte contre les pesticides. En réalité, depuis quelques années, deux grandes idées se sont répandues dans la population, que nous partageons tous, que vous partagez probablement. La première idée, c'est que les pesticides posent un grave problème sanitaire, qu'ils causent le cancer, que ce sont des poisons qui sont dangereux pour nous, pour les agriculteurs, pour l'environnement. Et la deuxième idée, c'est que sachant ça, on a une alternative, et cette alternative, c'est l'agriculture biologique. Et la preuve de ça, c'est que nos grands-parents, eux, ils s'en passaient très bien des pesticides. L'ancien ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui est le chef de file des écologistes un peu en France, il disait récemment, nous devons abandonner l'agriculture intensive en produits phytosanitaires et en engrais et revenir à une agriculture intensive en emploi. Le ministre de l'Agriculture, récemment aussi, a dit « Nous devons nous inspirer de l'agriculture de nos grands-parents et abandonner les pesticides ». Alors la question que je vous propose de nous poser, dans la lignée du sujet de la conférence de ce soir, c'est « Est-ce que c'était bio avant ?» Alors comment faisaient nos aïeux, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pour lutter contre les maladies, contre les insectes, contre les ravageurs? Alors il y a plusieurs méthodes. La première méthode, elle avait un traitement préventif et un traitement curatif, et c'était d'invoquer Dieu. Le traitement préventif, c'était de faire des processions pour demander clémence à Dieu et éviter que les insectes viennent nous ravager les cultures. Alors ça ne marchait pas toujours. Et donc il y avait un traitement curatif, et le traitement curatif, à ce moment-là, c'était de demander aux autorités religieuses de faire des procès contre les chenilles et contre les hannetons qui infestaient les champs. Et donc là, on faisait des procès, et on les menaçait, si elles ne quittaient pas les champs sous 3 jours, on les menaçait d'excommunication. Alors j'imagine que vous vous doutez de l'efficacité de la méthode, et donc il y avait une autre méthode, quand on ne pouvait pas invoquer Dieu, c'était la deuxième méthode, c'était de les ramasser à la main. Donc là vous voyez, je vous donne l'exemple du doryphore, c'est un coléoptère qui va manger les feuilles de pommes de terre, et c'est une vraie calamité, ça pullule. Et donc la solution qu'on avait face à ça, c'était de demander aux écoliers de venir les ramasser. Et donc là vous voyez une photo où vous avez des écoliers qui sont forcés, sous la houlette de professeurs, de les ramasser. Ça a duré jusqu'à très tard en France, jusqu'en 1944, et c'était une des méthodes qu'on avait contre les insectes. Contre les mauvaises herbes, cette calamité, là on envoyait les hommes, les femmes et les enfants aussi les arracher à main nue avec des couteaux, et il fallait une journée pour désherber 400 mètres carrés, ce qui est ridicule. Donc c'était un travail qui était considérable, ça demandait énormément de travail, et c'est pour ça qu'à l'époque, 7 Français sur 10 étaient agriculteurs, quand il y a moins d'un sur 70 aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'était pas forcément génial, mais au moins c'était bio. Eh bien pas tout à fait, parce qu'il y avait une troisième méthode, et il faut savoir que les pesticides, ils existent depuis des siècles. Déjà, les Grecs utilisaient des pesticides, ils utilisaient du soufre comme pesticide, et nos grands-parents, ils en ont développé, qu'ils utilisaient comme le cuivre, comme les sels de mercure, comme l'arsenic. Donc c'était des pesticides qui étaient extrêmement toxiques, mais c'était les seuls moyens qu'on avait pour lutter contre les maladies. Donc déjà, nos grands-parents les utilisaient. Contre les mauvaises herbes, on épandait de l'acide sulfurique. De l'acide sulfurique, on en a épandu jusqu'à des centaines de milliers de tonnes entre deux guerres sur les céréales français. Donc non, c'était pas bio avant. C'était pas bio, et quand vous avez un ministre de l'Agriculture qui vous dit « nous devons revenir à une agriculture de nos grands-parents », une agriculture intensive en emploi, eh bien ça veut dire ça.
Alors vous allez me dire, je précise autre chose qui est important, c'est que la consommation de pesticides depuis nos grands-parents, elle a fortement diminué. Donc nos grands-parents utilisaient beaucoup plus de pesticides que nous. Elle a été divisée par 30 à l'hectare en 60 ans, et depuis 20 ans encore, on l'a divisée par 2. Parce qu'on est passé de pesticides qui étaient extrêmement toxiques et peu efficaces à des pesticides qui étaient toujours très toxiques, mais plus efficaces, et maintenant on a des pesticides qui sont moins toxiques et toujours très efficaces. Mais vous allez me dire, le bio, lui, il se passe bien de pesticides, et c'est l'hypothèse de départ. L'hypothèse de départ, c'est que le bio égale sans pesticides. Et c'est vrai que ceux qui défendent le bio défendent une agriculture sans pesticides. Mais ils oublient une petite astérix. C'est les pesticides de synthèse. Et ça, c'est une distinction qui est importante de comprendre. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est les pesticides de synthèse? Eh bien, c'est des pesticides qui ne sont pas naturels. Et qu'est-ce que c'est qu'un pesticide naturel? Alors, on va prendre un exemple. Là, vous avez le mémorial de la grande famine irlandaise qui s'est déroulée entre 1845 et 1850, donc à l'époque de nos grands-parents, enfin de nos arrière-grands-parents. Et cette famine, elle a fait des centaines de milliers de morts, des millions d'Irlandais ont émigré aux États-Unis. À cause de quoi? À cause en grande partie du mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui s'attaque à la vigne et aux pommes de terre. Et ça a été une vraie calamité. Et on n'avait rien pour lutter contre ça. Donc ça, c'était aussi, je précise, l'agriculture de nos grands-parents. Eh bien, pour lutter contre le mildiou, l'agriculture biologique, elle utilise du cuivre, du sulfate de cuivre. Et ce sulfate de cuivre, quand on compare le profil toxicologique et écotoxicologique du sulfate de cuivre avec, au hasard, le glyphosate, eh bien on se rend compte que sur à peu près tous les indicateurs, le sulfate de cuivre est bien plus toxique. Il est cancérigène, il est toxique pour la vie microbiologique des sols, pour les écosystèmes aquatiques. Bref, c'est pas parce que... Pourtant, ce sulfate de cuivre, il est naturel. C'est un pesticide naturel, d'après l'agriculture biologique. Le glyphosate, lui, il est synthétique. Et si on va encore un peu plus loin, en réalité, les plantes elles-mêmes produisent naturellement leurs propres pesticides. Pour se défendre, alors des fois elles n'en ont pas suffisamment, c'est pour ça que les humains vont en apporter d'autres pour les aider, mais elles produisent elles-mêmes. Et les scientifiques, ce qu'ils vous disent, c'est que 99,99% des pesticides que vous ingérez, des résidus de pesticides que vous ingérez dans votre alimentation, tous les jours, ils viennent naturellement des plantes. Et donc là, il y a un chimiste qui est génial, qui s'appelle James Kennedy, qui fait la liste de tous les ingrédients, de toutes les molécules pesticides que vous allez avoir dans la plupart des fruits et légumes. Donc là, je vous ai donné l'exemple du chou. Et donc vous avez la liste de tous les pesticides produits naturellement par le chou. Et tous ceux qui sont en rouge, alors je pense que vous ne voyez pas très bien, mais tous ceux qui sont en rouge sont des pesticides cancérigènes. Pourtant, vous allez me dire, le chou, c'est pas très dangereux. Enfin, c'est pas très bon, mais c'est pas très dangereux non plus. Enfin, peut-être qu'il y en a qui aiment ça ici. Mais là, on vient à un fondement de la toxicologie qui est important de comprendre, c'est la différence entre le danger et le risque. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et qui est extrêmement important. Le danger, c'est la toxicité. Vous êtes sur une plage, vous voyez un requin qui tourne dans l'eau. Là, vous avez un danger. Maintenant, si vous allez nager autour de ce requin, vous risquez de perdre votre bras et votre jambe. Vous vous êtes exposé à ce danger. Donc la question du risque, c'est à quel point on est exposé au danger. Et dans le cas du glyphosate, le glyphosate, depuis 2015, le Centre national de recherche contre le cancer, il a classé le glyphosate, vous en avez sûrement entendu parler, comme cancérigène probable pour l'homme, en catégorie 2A. Mais le CIRC, il étudie le danger. Le risque, donc c'est quand on utilise le glyphosate aux doses qui sont prescrites, quand on met les protections, ça ne veut pas dire quand on en boit ou quand on en met sur la peau. Le risque, lui, il est évalué par les agences sanitaires. Et toutes les agences sanitaires du monde regardent la littérature scientifique, elles arrivent à toutes à la même conclusion, le glyphosate n'est pas cancérigène. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire que des fois la science ne s'est pas trompée. Et pour vous prouver ça, je peux prendre l'exemple d'un autre pesticide, la roténone, qui est utilisé aussi depuis très longtemps. La roténone, c'est un insecticide qui est extrait de plantes tropicales. Et on s'est rendu compte que les applicateurs, donc les agriculteurs qui les pendaient,
avait un risque accru, un risque de développer la maladie de Parkinson. Il a été interdit en 2011. C'est un pesticide bio et naturel. Alors pourtant, malgré ce que disent les agents sanitaires, ce que la littérature scientifique démontre, on a quand même ce marketing du bio qui fonctionne. Et pourquoi ce marketing du bio fonctionne? Eh bien, il fait appel, le marketing du bio, à deux biais cognitifs que nous partageons tous. Le premier biais cognitif, ce qui nous incite à penser de manière un petit peu irrationnelle, c'est l'appel à la nature. Ce qui est naturel est bon, ce qui est synthétique est mauvais. Et pourtant, on l'a vu, cette distinction naturelle-synthétique, d'un point de vue scientifique, c'est une démarche qui est irrationnelle, et qui, en plus, le sulfate de cuivre, par exemple, versus le glyphosate, le sulfate de cuivre, pour le produire, on le produit de manière industrielle. On le produit par décapage à l'acide sulfurique. Donc ça veut dire que la définition même de naturel est quelque chose qui n'est pas scientifiquement valide. Si je vous présente un paysage d'agriculture, un paysage de bocage avec des champs, vous allez me dire ça c'est naturel. Pourtant, ça a été complètement manipulé par l'homme. Biologique, ça veut dire le vivant. Moi, je ne connais aucun agriculteur qui travaille avec autre chose que du vivant. Donc soit l'agriculture est jamais biologique, soit elle est toujours biologique, soit elle est jamais naturelle, soit elle est toujours naturelle. Donc cette distinction-là, elle aussi, elle est absurde. Et le deuxième biais, c'est Satan, enfin plutôt Monsanto. Vous en avez tous entendu parler. Et Monsanto qui ferait des profits sur le dos du consommateur ou le dos de l'agriculteur. Et là, il y a un biais. Je n'ai pas de sympathie particulière pour cette entreprise, rassurez-vous, mais il y a un biais qui a été défini par l'économiste autrichien qui s'appelle Ludwig von Mises, qui est le biais du polylogisme de classe, c'est-à-dire du polylogisme anticapitaliste. Alors, je vais détailler un peu. C'est-à-dire qu'on dénonce quoi? On dénonce quoi ici? Le glyphosate, il permet à Monsanto de faire des profits. Donc quand la science permet de faire des profits, c'est que c'est pas bien, parce que les profits, c'est mal. Et c'est ça le biais anticapitaliste. Donc la question, c'est plus le résultat scientifique est-il vrai ou faux, c'est qui parle. Si c'est un résultat scientifique qui va dans le sens de Monsanto, alors il a corrompu tout le monde, c'est du lobbyisme, tous les scientifiques sont des vendus. Si c'est un résultat scientifique, par exemple, on s'est rendu compte que la science a démontré que fumer du tabac, c'est extrêmement risqué. D'ailleurs, il est dans la catégorie 1 du Centre international de recherche contre le cancer. Ça provoque le cancer, c'est un risque. Mais ça va à l'encontre des entreprises, et ça, personne ne le met en doute. Donc, là, on est face à un problème, c'est que la vérité scientifique, elle dépend de qui parle. Et pourtant, la science, c'est pas ça. La démarche scientifique, c'est peu importe si c'est un bisounours ou un nazi qui a adopté la démarche scientifique, s'il se base sur des faits, s'il se base sur des preuves, s'il respecte la démarche, eh ben, il a raison. Et donc ce biais-là, il vient du fait que le profit est quelque chose qui est mal. Ludwig von Mises, cet économiste qui a expliqué ça, il disait aussi que les comptables sont les vrais économistes. Parce que les comptables, ils savent faire la différence entre ce qu'ils rapportent et ce que ça coûte. Et le profit, c'est l'indicateur de la valeur ajoutée. C'est que vous avez créé de la valeur. Et donc le profit, c'est l'indicateur même, quand vous êtes dans une société libre où les échanges sont libres, que vous rendez des services. Et ça va à l'encontre d'une autre idéologie, de l'idéologie beaucoup plus communiste, qui est de dire si on fait des profits, c'est qu'on le fait forcément aux dépens de quelqu'un d'autre. Et donc ce biais-là, ce biais anticapitaliste, fait que quand la science va servir les intérêts de Monsanto, eh ben forcément, c'est que ce n'est pas vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer récemment avec l'affaire Serralini. Vous avez sûrement entendu parler aussi de ces fameux rats qui ont eu des tumeurs en mangeant du maïs OGM. Eh bien, on s'est rendu compte que cette étude était bidon. On a dépensé depuis plusieurs années 15 millions d'euros pour refaire 3 études avec une vraie démarche scientifique. Ces 3 études, la dernière vient de rendre ses résultats, disent qu'il n'y a rien à signaler, ce n'est pas dangereux, ça n'est pas risqué. Et pourtant, on continue d'interdire les OGM, on continue de vouloir interdire le glyphosate. J'aimerais conclure en vous présentant cette photo. Cette photo, elle a été prise en juin dernier en Inde. C'est des paysannes dans une région très pauvre qui sont en train de planter des graines. Et ces graines, ce sont des graines OGM.
Et ces graines, cette plantation de graines, elle est complètement illégale. C'est un acte de rébellion. Parce que là-bas, les OGM sont interdits, comme en Europe, à cause, encore une fois, de ces deux biais. Et ce qu'elles essayent de faire ici, c'est faire ce qui a été fait dans le Bangladesh voisin, où on a développé des aubergines OGM. Ces aubergines OGM, elles permettent aux agriculteurs de se débarrasser d'un très grand nombre d'insecticides et de lutter contre des maladies. Et elles n'ont pas le droit de le faire ici. Et donc ce qu'elles sont en train de faire ici, c'est faire ce que nos grands-parents ont fait en Europe il y a quelques années, quelques dizaines d'années, pour rendre l'agriculture vraiment productive en faisant confiance à la science. Alors non, l'agriculture, ça n'était pas bio avant, mais demain, on pourrait se passer de pesticides avec des nouvelles technologies comme les OGM. Et quand on voit que planter une graine est un acte de rébellion, je crois que ça en dit beaucoup sur la mentalité qui est la nôtre. Et cette mentalité qui est la nôtre aujourd'hui, elle est peut-être moins bien que celle de nos grands-parents. Parce que nos grands-parents, avant, ils croyaient en la science, ils croyaient que demain serait meilleur et on ne serait plus dans cette sinistrose ambiante à la Greta Thunberg où tout va s'effondrer. Et ça peut être que cet état d'esprit, c'était mieux avant. Je vous remercie.